Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 3, concevoir des objets, où on va s'intéresser beaucoup plus en détail à la comparaison d'objets avec les relations d'unicité, d'équivalence et le principe de hachage. Je sais qu'on a déjà parlé de comparaison dans les vidéos précédentes, mais vous allez vous rendre compte que là on va aller un petit peu plus loin sur la conception interne des objets, et c'est pour ça que ça nécessite vraiment un sujet en tant que tel. Donc dans le chapitre précédent, on s'est déjà intéressé à la comparaison des objets, puisqu'on a travaillé sur la notion d'interface comparable ou encore d'objet comparator. Puis on a vu que comme on travaillait sur la notion de type et le fait que réaliser l'interface comparable ou réaliser l'interface comparator nous permettait de rendre le service de comparaison, et bien on pouvait utiliser tout ce qui en Java reposait sur de la comparaison gratuitement parce que on réalisait ces interfaces qui étaient standards dans la bibliothèque Java. Mais en fait, c'était objectivement plutôt un prétexte pour travailler sur la notion de réalisation et puis la notion de ségrégation d'interface, parce que comparer c'est compliqué. Et on va s'intéresser dans cette vidéo-là aujourd'hui à regarder vraiment la relation de comparaison, et ça veut dire quoi comparer des objets. Donc, dans l'épisode précédent, on a regardé l'interface comparable ou le comparator qui permet de représenter deux choses en même temps en fait. Ça permet de représenter un ordre, donc quand on appelle comparable et que la méthode compareTo renvoie un résultat différent de 0, bah, s'il est inférieur à 0, c'est plus petit, et s'il est supérieur à 0, c'est plus grand. Donc j'ai bien représenté ma relation d'ordre, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Mais ça permet aussi de représenter une relation d'équivalence. Quand le résultat de compareTo est égal à 0, ça veut dire que les deux éléments sont équivalents et qu'ils sont ni plus petits ni plus grands. Par exemple, dans Shoten Toten, un set bleu, c'est équivalent à un set rouge. Parce que la couleur importe peu, c'est juste la valeur. Donc une relation d'équivalence, c'est une relation qui est symétrique, transitive et réflexive. Réflexive, c'est qu'on peut comparer un élément à lui-même par une relation d'équivalence, donc l'élément A est équivalent à lui-même. C'est une relation qui est symétrique, c'est-à-dire que si A est équivalent à B, alors B est équivalent à A, et c'est une relation qui est transitive, si A est équivalent à B et que B est équivalent à C, alors A est équivalent à C. Et par contre, on a pour l'instant, à date, juste modélisé le fait que le set bleu est équivalent au set rouge. Mais on ne s'est pas vraiment posé la question de comment on fait pour dire l'égalité. Parce que un set bleu, il n'est pas égal à un set rouge, c'est pas c'est pas le même objet. Mais en fait, on peut revenir aussi à la définition fondamentale de c'est quoi une relation d'égalité. Bah, rappelez-vous votre passage en INF 1132. Une relation d'égalité, c'est une relation qui est symétrique, réflexive et transitive. Donc grosso modo, c'est une relation d'équivalence. La seule propriété supplémentaire qu'elle a par rapport aux relations d'équivalence classiques, c'est qu'en fait son quotient, l'ensemble des classes d'équivalence qu'elle définit, contient uniquement des singletons. Alors si vous voulez dire ça dans des termes un petit peu moins magie noire, ça veut dire que pour tout élément, le seul élément qui est équivalent à celui-ci, c'est l'élément en tant que tel. Et en fait, c'est pas juste un truc de prof qui sert à rien, parce que là, vous pouvez vous dire, ouais, il essaye de nous faire croire que INF 1132 c'est vraiment utile dans la vraie vie, et en fait, ça l'est. Parce que rappelez-vous, quand vous implémentez une interface, quand vous réalisez une interface, vous réalisez un contrat de service. Donc vous vous engagez à implémenter les méthodes de l'interface en respectant la sémantique qu'elles sont censées avoir. Donc, si par malheur vous implémentez equals et que vous, pour une raison X ou Y, vous vous ratez et que votre relation d'égalité elle n'est pas symétrique, eh bien en fait, tout le code général de Java qui fait l'hypothèse que quand on compare deux objets, alors la relation d'égalité elle est symétrique, c'est-à-dire que c'est pas la peine de tester que B est égal à A si on sait déjà que A est égal à B, eh bien en fait, vous allez ruiner la totalité de votre code, parce que vous ne pouvez plus reposer sur cette notion d'égalité, et tous les trucs qui reposent sur cette notion d'égalité vont aussi tomber. Puis ça consiste en ce qui va gérer les collections, ce qui va gérer potentiellement des couches d'accès à des bases de données, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment extrêmement grave de ne pas implémenter une interface en respectant sa sémantique. Si on regarde comment implémenter l'égalité dans Shoten Totem, et qu'on fait ça en Java, et bien en Java, il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. Dans un premier temps, il faut que vous fassiez attention à la signature. Donc c'est ce qui est en violet sur la diapositive. La méthode equals, elle prend en paramètre un objet. Elle ne prend pas en paramètre une carte quand on cherche à faire l'égalité entre cartes. Pour plein de raisons, de covariance et de contravariance, mais
on va pas aller plus dans les détails pour le moment, c'est juste que gardez bien en tête qu'une méthode equals prend en paramètre un objet, une instance d'object. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps vérifier si la référence est identique. Parce que si l'objet qu'on vous a passé en paramètre est le même, au sens à la même référence dans la JVM que vous-même, ça veut dire que vous êtes égal. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, on peut directement dire qu'on est pareil. Ensuite, il faut se demander est-ce qu'on m'a donné une chaîne de caractères alors que moi je suis une carte? Parce qu'auquel cas, c'est des éléments qui ne peuvent pas être égaux par construction. Donc, on va essayer de vérifier qu'on est bien du bon type. Donc, si on n'est pas une carte, alors on n'est pas égal avec une carte. La méthode equals, c'est grosso modo le seul endroit de votre code où il est légitime d'utiliser instance of. Parce qu'en fait, instance of, c'est vraiment une explosion de la conception objet, parce qu'en gros, vous allez vous-même chercher quel est le type de l'objet, plutôt que de faire confiance aux objets pour travailler à votre place. Donc, c'est vraiment pas orienté objet d'utiliser instance of, mais dans le cadre de equals, on n'a pas le choix, il faut qu'on vérifie qu'on est bien une carte pour savoir si on est égal à une autre carte. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut transformer notre objet qui était pour l'instant de type inconnu en une carte, puisqu'on sait que c'est une carte, donc on a le droit de faire ce cast. Et une fois qu'on a fait ça, et bien là on va pouvoir aller vérifier notre égalité structurelle en disant si les couleurs sont différentes, c'est faux, et si les couleurs sont égales, auquel cas il faut que les valeurs soient égales pour que deux cartes de Shoten soient identiques. Donc on se rend compte qu'en fait, avoir une relation d'égalité qui tient la route, c'est pas si simple que ça, et c'est assez facile de se tromper en l'écrivant. Dans les versions récentes de Java, ils ont fourni une méthode equals un petit peu plus générique qui vient avec la classe objects avec un S, c'est une méthode statique qui permet de gérer par exemple la partie verte égalité structurelle, on peut la déléguer à object, il va savoir faire ça pour nous, ça évite de l'écrire nous. Mais c'est juste comme du sucre syntaxique par-dessus ce qu'on vient de montrer là. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que fabriquer une égalité, une relation d'égalité, c'est compliqué. Et puis en plus, si on doit vraiment faire une égalité structurelle entre des objets qui sont complexes, par exemple un cours qui a une liste d'étudiants, mais les étudiants, ils ont aussi une liste de cours, et puis c'est attaché à des sessions. Donc on est un petit peu rendu à la même problématique que quand on a parlé de la copie d'objets dans les chapitres précédents. Jusqu'où on va dans notre relation d'égalité, parce que si on fait une égalité vraiment complète de la totalité du graphe d'objets, ça peut être extrêmement coûteux à fabriquer. Donc classiquement, ce qu'on utilise, c'est aussi une notion de hachage. C'est quoi un hachage? En fait, l'idée, c'est plutôt que d'aller vérifier si l'objet est vraiment égal, on va fabriquer une empreinte de cet objet. Et on doit respecter un contrat de service qui est que deux objets qui sont égaux doivent avoir le même hash. Quand on garantit cette propriété, il faut faire attention à son opposé, qui est que deux objets différents peuvent avoir le même hash. C'est ce qu'on appelle un cas de collision. Mais toutes les structures de données qui commencent par hash en Java, que vous avez peut-être déjà utilisé, hashmap, hashset et ce genre de choses, reposent sur la notion de hash. Un hashset, par exemple, donc un ensemble, quand vous allez chercher un élément dedans, il va travailler non pas sur les objets, mais sur leur hash, parce que ça va beaucoup plus vite. Un hash, c'est un nombre, donc c'est plus facile à manipuler que d'aller vérifier toute l'égalité structurelle entre des graphes d'objets. Et en Java, ça souvent vous avez tendance à l'oublier, pour être complètement conforme avec le contrat de service de Java, si vous définissez equals, vous devez définir hashcode. Parce que ces deux-là vont de pair, en fait. Et si vous ne redéfinissez pas hashcode, ça risque de faire n'importe quoi. On va prendre un exemple pour concrétiser un petit peu ça. On a une classe joueur, puis cette classe joueur, elle a un nom qui est le nom du joueur, et puis donc on doit définir cette méthode hashcode qui permet de fabriquer une empreinte du joueur. Plutôt que de comparer les joueurs sur leur nom et potentiellement toutes les games qu'ils ont jouées, on va s'intéresser à juste comparer leurs empreintes. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise une fonction, qui est une fonction de hash, qui est représentée par cette zone bleue là, qui va prendre en entrée la clé, donc le nom dans mon cas, et puis qui va donner un hash, donc donner un numéro à chacune des clés. Par exemple, John Smith, il va obtenir le hash numéro 2, Lisa Smith, elle va obtenir le hash numéro 1, Sam Doe va obtenir le hash numéro 4, et ainsi de suite. On voit donc qu'il y a une collision dans cet exemple-là, parce que John Smith et Sandra D, par cette fonction de hash, obtiennent la même valeur, la même empreinte. Et en fait, c'est donc typiquement ce qu'on appelle une situation de collision, et
c'est là où on va avoir besoin d'utiliser l'égalité en plus du hash. Donc, dans ma collection, si je veux vérifier par exemple dans une hashmap, je cherche un élément, bah, je vais commencer par regarder son hash. Et si maintenant il y a plusieurs éléments qui ont le même hash, bah, là je vais devoir faire de l'égalité pour essayer de retrouver l'élément qui m'intéresse. Une fonction de hash, elle est, dans un monde parfait, elle est injective. C'est la fonction de droite. Ça veut dire que pour n'importe lequel de mes objets, j'obtiens toujours un hash différent. Si j'obtiens ça, donc si j'ai une fonction de hashage qui a la propriété d'être injective, auquel cas elle est dite parfaite. Et j'ai un hashage parfait, c'est-à-dire que j'aurai jamais de collision par construction, puisque ça va toujours produire des valeurs différentes. Ça, en réalité, c'est très très difficile à garantir, parce que si vous prenez par exemple la pile de cartes, et que vous prenez toutes les piles de cartes qu'il est possible de faire en mélangeant, bah, en fait c'est une très grande combinatoire, et il y a beaucoup plus de piles de cartes différents qu'il est possible de représenter d'entiers en mémoire dans Java. Donc cette fonction-là, elle ne sera pas injective par construction, parce qu'on n'a pas assez de mémoire dans la machine pour représenter toutes les différentes possibilités. Donc classiquement, les fonctions de hash, elles sont surjectives, c'est-à-dire qu'elles vont produire des collisions. Et ce qui veut dire que quand on repose sur des comparaisons d'objets qui font du hash, on a tendance à se dire dans notre tête que notre complexité, elle est en haut de 1, parce qu'on va prendre l'objet, fabriquer son hash, et puis, ça c'est une opération assez rapide, et puis aller vérifier si les hash sont égaux. Mais dans le pire des cas, eh bien en fait, si vous avez une collision et que tous les objets collisionnent sur le même hash, ça serait le pire hash qui existe. Par exemple, là c'est une implémentation qui, quel que soit l'objet, renvoie 42. Et bien là, pour aller vérifier, vous allez devoir appeler l'égalité sur chacun des objets. Donc la définition d'une fonction de hash, c'est quelque chose qui est assez difficile. Souvent on délègue ça à un IDE d'ailleurs, on va le voir dans la diapositive suivante. Mais mon point là-dessus n'est pas d'entrer dans les détails de comment on fait du hachage d'objets, parce que c'est plus dans un cours d'algorithmique qu'on va en parler. Par contre, c'est de vous montrer cette notion de réalisation de contrat de service. C'est-à-dire que j'ai voulu implémenter equals, parce que j'avais besoin de faire l'égalité entre deux cartes, très bien, mais en fait tout ça, ça vient avec toute une sémantique qu'il ne faut pas que je rate, parce que quand je m'engage à implémenter une interface, eh bien je m'engage à respecter tout le contrat de service qui vient avec, qui potentiellement peut être beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Alors, génie logiciel, ça reste quand même une science de paresseux, hein. On essaye de ne pas réinventer la roue quand d'autres personnes l'ont déjà inventé avant nous. Et en fait, fabriquer des fonctions de hash, fabriquer des fonctions d'égalité, c'est quelque chose qui est très courant en termes de conception et puis en termes de développement. On a très souvent besoin de comparer des objets, on a très souvent besoin de mettre des objets dans des ensembles et ensuite d'aller les récupérer. Donc, pour faire ça, ben, on se branche sur les mécanismes de Java qui reposent sur égalité et hashcode. Et en fait, on a la possibilité de les générer automatiquement. Donc l'exemple en haut à gauche, ça a été généré automatiquement avec IntelliJ. On lui a demandé, en faisant un clic droit, generate equals and hashcode, il est capable de générer automatiquement quelque chose qui marche plutôt bien. Alors c'est assez compliqué, puis on va pas rentrer dans le détail de pourquoi c'est comme ça qu'il faut fabriquer une fonction de hash pour des cartes, mais ça marche plutôt pas mal. On a d'autres types d'approches, comme par exemple des approches par annotation. On a à date surtout utilisé des annotations pour représenter du test, dans le cadre de ce cours, mais on peut utiliser par exemple une bibliothèque comme Lombok, qui vous permet d'ajouter des annotations sur vos objets pour dire, bien, la classe cards, elle vient avec un equals, c'est un hashcode, et puis en fait, ce champ useless field ne l'inclut pas dans ta manière de calculer le equals et le hashcode. Donc on va pouvoir contrôler comme ça les différents éléments sans avoir à rajouter ces espèces de formules magiques dedans. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Cette manière-là de représenter le hashcode est générée, donc elle est présente une fois pour toutes dans le code. Il ne faut pas oublier de se mettre à jour. Si vous générez un hashcode et un equal, c'est qu'après vous faites des modifications dans la classe, eh bien il ne faut pas oublier de régénérer les méthodes si leurs éléments ont été modifiés. Et à l'inverse, le faire par annotation, bah, c'est plutôt pratique parce que ça va toujours être à jour par construction, mais il faut aller modifier le fichier POM dans Maven, ou il faut modifier la configuration de votre IDE pour lui dire d'utiliser Lombok au bon moment dans le cycle de compilation. Donc c'est un bien pour un mal aussi, et donc aucune des deux solutions n'est idéale. Comme d'habitude en Genilog, on parle de la science des compromis. Par contre, ce qui est très important, quoi qu'il arrive, c'est qu'il faut que vous compreniez les principes de c'est quoi une relation d'égalité, c'est quoi une relation d'équivalence, c'est quoi une fonction de hash. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous risquez de faire des erreurs qui sont indémerdables sur le long terme, parce que le temps de comprendre que votre problématique pour afficher les étudiants attachés à un cours
et ben en fait ça vient du fait que votre fonction hashcode euh, d'une petite chose, par exemple représenter la notion de cours tout simplement, et bien ça va complètement vous exploser votre manière de représenter. On va prendre un exemple plus concret justement sur des cours. Je définis un cours qui est un titre, et puis on peut register et unregister des étudiants dessus. Puis je vais prendre un étudiant, et puis donc un cours est associé à une cohorte d'étudiants, et puis des étudiants sont associés au cours qu'ils suivent pour la session. C'est très naïf comme représentation, mais ça suffira bien pour l'exemple. Donc un étudiant, c'est un name, et puis pareil, un constructeur, et il peut subscribe to et unsubscribe à un cours. J'ai demandé à IntelliJ de me générer la méthode equals pour un cours, et puis la méthode equals pour un étudiant. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est, donc ça c'est faux, hein, ça ne fonctionne pas, euh, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de réfléchir et de regarder pourquoi ça marche pas. Mais en fait, le bug, c'est tant qu'on fait des choses assez basiques, donc je crée un cours INF 51-51, et puis je vérifie qu'il est égal à lui-même, et puis je crée un cours différent INF 51-53, je vérifie qu'il est différent, ça marche bien, je peux tester différentes cohortes en mettant un cours et un étudiant, et puis je vérifie que si je crée un nouveau cours, alors l'étudiant est pas dedans, donc c'est pas le même cours, donc ça c'est plutôt bon. Par contre, si j'essaye de faire de l'égalité entre des copies de cours, et bien là, je vais avoir un véritable problème. Et je vais avoir un problème de Stack Overflow. Alors c'est bizarre, parce que en quoi la pile d'exécution vient rentrer dans le fait qu'on est en train de vérifier que deux cours sont égaux. Ben, si vous regardez le code, en fait, les méthodes equals, elles sont mutuellement récursives. C'est-à-dire que quand je fais l'égalité entre des cours, je vais aller vérifier que les cohortes sont égales. Et quand je fais des égalités entre des cohortes, je vais vérifier que les cours suivis sont égaux. Et donc, ça va déclencher à nouveau l'égalité entre les cours, qui va déclencher l'égalité entre les cohortes, qui va déclencher l'identité entre les cours. Et tout ça, en fait, on s'en sort pas. Là, c'est extrêmement visuel, et puis en plus, on a écrit un test. Mais ça, le temps que ça arrive, parce que quand vous faites de l'égalité dans une collection, c'est pas vous qui allez appeler l'égalité, c'est la bibliothèque des collections de Java qui va le faire. Donc vous allez vous retrouver avec des stack traces et des messages d'erreur complètement délirants, et de là à comprendre que ça vient de votre implémentation de l'égalité qui explose, c'est vraiment difficile. Donc quand vous générez une méthode d'égalité, quand vous générez un hashcode, quand vous travaillez avec Lombok, ou quand vous le faites avec votre IDE, Eclipse, IntelliJ ou whatever, faites vraiment attention à ça. C'est-à-dire, prenez pas du code qui est généré automatiquement pour acquis, lisez-le, potentiellement réfléchissez quand l'IDE vous pose des questions, est-ce que tu veux inclure ce champ-là, est-ce que ce champ-là a le droit d'être nul, ou ce genre de choses. Ça fait vraiment partie de votre rôle en tant que développeur de prendre les bonnes décisions, parce que en étant au courant maintenant de tout ce qu'on vient de voir dans cette séquence vidéo, vous vous rendez compte que la notion d'égalité, d'équivalence, d'unicité, de hachage est beaucoup plus compliquée que ce que potentiellement, initialement, on pourrait penser. Ceci va conclure cette vidéo du chapitre 3 sur la notion d'équivalence et la notion d'égalité. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.